Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 mars, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités et également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Les étudiants à nouveau dans la rue après une première manifestation aux côtés des salariés le 9 mars dernier. Ils ont à nouveau défilé, mais cette fois-ci à leur initiative, dans les rues, aujourd'hui pour crier leur refus au projet de loi de travail. Étudiants et lycéens de 50 ans en Yvelines ont pris part à la mobilisation. Nous les avons rencontrés avant leur départ pour la manifestation à Paris. Le mois de mars est consacré à l'entrepreneuriat étudiant. Pour l'occasion, le campus de Paris-Saclay organise une série de rendez-vous dans le but de dynamiser la création d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Durant un mois, des rencontres thématiques sont organisées. Pour nous en parler ce soir, Bruno Duval, président de Finance et Technologies et partenaire de l'événement. Et enfin, au programme dans la chronique sport du jeudi, découvrez le padel, un sport très populaire en Espagne, mélange de tennis, de squash et de pelote basque. Michael Almidoro est allé à Bois d'Arcy, un club de paddle vient juste de s'ouvrir, il nous en parlera. Et l'actualité de ce jeudi 17 mars, c'est la jeunesse qui se mobilise à nouveau après une première manifestation aux côtés des salariés. Le 9 mars dernier, étudiants et lycéens ont à nouveau défilé aujourd'hui dans les rues de Paris pour crier leur refus au projet de loi de travail. Si le gouvernement se dit désormais confiant pour le faire passer, 22 syndicats étudiants entendent maintenir la pression jusqu'au retrait total de ce projet de loi. Nous avons rencontré les étudiants et lycéens yvelinois avant leur départ pour la manifestation à Paris. Un reportage signé William L. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Ils étaient 50 à partir de l'UVSQ la semaine dernière pour la manifestation à Paris. Aujourd'hui, ils sont plus de 300, étudiants et lycéens, main dans la main contre le projet de réforme de la loi travail. Il y a toutes les organisations de jeunesse politique, mais aussi les syndicats étudiants et lycéens qui sont dans un collectif unitaire. Et la jeunesse unie est capable, si elle descend dans la rue, de se faire entendre, puisque quand on a une manifestation de 100 000 personnes à Paris, 500 000 personnes dans toute la France, mercredi dernier, on a des premiers reculs, on a pour la première fois des organisations de jeunesse qui sont reçues par le gouvernement. 22 syndicats étudiants étaient appelés à manifester aujourd'hui. Une partie de ces syndicats de gauche qui manifestent aujourd'hui contre le projet d'un gouvernement socialiste. Justement, là, c'est la gauche qui ne renie pas ses valeurs, qui justement manifeste pour sauver ses valeurs. On est contre la précarité, c'est pas un gouvernement de gauche qu'on a en ce moment, quoi. On a jusqu'au 30 mars pour monter en pression, parce que le 31 mars, c'est la grosse date de manifestation intersyndicale. Mais si jamais le gouvernement ne plie pas, on va pas s'arrêter non plus. Le 31 mars ne sera pas la dernière date. L'objectif, pas de négociation, mais un retrait pur et simple du projet de loi. Des jeunes qui, eux, veulent se faire entendre comme la nouvelle génération CPE. Mais sont-ils tous de cet avis? Nous avons posé la question à ceux qui ne sont pas allés à la manifestation. Je suis pour, parce qu'on est un peu les citoyens de plus tard, de demain. Elles sont d'être légitimes, mais je pense qu'elles ne seront pas acceptées. C'est un peu trop gros, je trouve, ce qu'ils demandent. Je pense que c'est bien parce que c'est notre futur. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, est-ce que ça va faire changer? Ça, c'est une autre histoire encore. Étudiants et lycéens, après une assemblée générale à l'UVSQ, ont ensuite manifesté dans les rues de Saint-Quentin avant de rejoindre la manifestation à Paris, place de la République. Et plusieurs milliers d'étudiants étaient réunis à la place de la Bastille à 14h à Paris. Des heures ont éclaté pendant la manifestation où des casseurs se seraient mêlés au cortège. Dans la matinée, 115 établissements scolaires étaient bloqués selon le ministère de l'Éducation nationale sur les 2500 lycées publics de France. À savoir qu'une nouvelle journée d'action contre le texte porté par la ministre Myriam El Khomri est prévue le 31 mars prochain. Et passons maintenant à notre entretien du jour. Le mois de mars, c'est le mois de l'entrepreneuriat étudiant. Dans ce cadre, une série de rendez-vous s'appuyant sur l'entrepreneuriat étudiant a été organisée, et cela dans le but de dynamiser la création d'entreprises sur l'ensemble du territoire du campus de Paris-Saclay. Durant un mois, des rencontres thématiques sont organisées par l'ensemble des acteurs du campus afin d'encourager l'entrepreneuriat et de valoriser également le territoire. Pour nous en parler ce soir, Bruno Duval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le président de Finance et Technologies et vous êtes également partenaire de l'opération. Alors cette opération est une grande première. Pourquoi avoir lancé cette initiative ? Alors il s'agit effectivement d'une initiative qui répond à une tendance de fond, qui est l'entrepreneuriat étudiant, qui vraiment a démarré autour de 2008. Après la crise de 2008, on a vraiment vu commencer poindre une vague d'entrepreneuriat dans les écoles.
donc des entreprises créées par des jeunes en fin d'études. Les écoles ont pris le relais, toutes les grandes écoles du plateau de Saclay ont vraiment, comme Supoptique et d'autres, ont vraiment pris le relais pour décupler cet effort. L'année dernière, il y a une journée qui s'appelle PEPS, qui est l'entrepreneuriat étudiant du plateau de Saclay. C'est une dynamique qui a été créée il y a 5-6 ans déjà, et puis qui prend de l'ampleur. Donc il y a une journée qui s'est passée le 10 mars dernier. 73 projets ont émergé de cette journée, de ce jeudi 10 mars, et donc à comparer non, 83 projets, pardon, à comparer à 70 projets l'année dernière, donc une croissance déjà du nombre de projets qui s'observe depuis déjà plusieurs années, donc c'est pas nouveau. Et donc notre objectif, il a été d'accompagner cette création, cette dynamique de création qui me paraît très, très souhaitable pour le territoire et pour le pays, et donc de pouvoir l'accompagner sur différentes étapes de la création. Donc on a créé des après-midi, des jeudis après-midi, donc le 17, le 24 et le 31, avec des étapes complémentaires. Celle d'aujourd'hui, le 17, c'est Find My Startup, c'est-à-dire... Nous y reviendrons dans quelques instants. Vous n'êtes pas le seul partenaire, il y a beaucoup d'acteurs du monde de l'entreprise qui sont là pour accompagner les étudiants. Comment ils se sont mobilisés justement pour les aider, les aiguiller, les accompagner? D'accord. Alors nous sommes effectivement avec Start in Saclay, nous sommes 2 partenaires organisateurs de ces journées, avec PEPS, donc, qui est une structure dynamisée effectivement sur le plateau de Saclay et sur l'université d'Orsay qui est acting là-dessus. Donc on prend la relève de ça. Il y a beaucoup de partenaires impliqués, donc il y a toutes les plateformes, des plateformes de crowdfunding qui viennent participer. Il y a des incubateurs. Là, par exemple, aujourd'hui, ça se passait à Hawaï, qui est l'accélérateur de la BNP, qui est basé à Massy. Donc l'idée, il a été vraiment sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur Massy, que ce soit sur Orsay ou que ce soit sur Saint-Quentin-en-Yvelines, d'avoir véritablement un mois entier dynamisant l'entrepreneuriat étudiant. Alors justement, là, le long du mois de mars, il y a donc différents événements thématiques qui sont organisés. Aujourd'hui, c'était Find My Startup. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors donc l'idée, c'est on part d'une date qui est la création d'entreprise. Les gens ont le projet de créer. Parfois c'est créé, parfois c'est avant la création. Donc l'idée, c'est d'aider ces projets qui se lancent à trouver des ressources stagiaires ou contractuelles, des emplois, pour pouvoir lancer leur activité. Le problématique des startups, c'est qu'elles n'ont pas de visibilité vis-à-vis des jeunes diplômés. Elles ne participent pas à des salons, il n'y a pas de chasseurs de tête pour aller recruter ou des RH pour aller recruter dans les écoles ou ailleurs. Et donc l'idée, ça a été véritablement de fournir un lieu de rendez-vous qui va permettre à des startups de se présenter à un public de jeunes, soit stagiaires en fin d'études, soit de jeunes en recherche d'emploi, pour pouvoir trouver un emploi dans une start-up et participer à la création dès le début, là où c'est foisonnant, là où c'est passionnant, de participer, c'est toujours passionnant, enfin c'est très passionnant au début, et donc de pouvoir participer à cette dynamique de création de valeur. Alors il y a 2 autres étapes, donc le 24 mars il y a Fund My Startup et le 31 mars Foster My Startup. Voilà. C'est la suite logique, les autres étapes? Voilà, exactement. Donc après avoir trouvé l'équipe pour travailler, compléter l'équipe si nécessaire, et il faut du financement. Donc c'est le financement, c'est Fund My Startup. Donc ça c'est jeudi 24, ça se passe à Saint-Quentin, juste à côté d'ici. Donc là il y aura une vingtaine, trentaine de projets qui vont rencontrer individuellement des financeurs. Alors ça se passe en 2 étapes en fait. La première étape, ce sont des financeurs qui viennent se présenter, donc toute la chaîne de financement. Le but, c'est de remettre de l'ordre dans la tête des créateurs, qui sont très amont. Est-ce que le financement, c'est un peu un problème quand on veut créer sa start-up, quand on est jeune, on ne sait pas trop vers qui se tourner? Oui, c'est un peu ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui existent. On a du mal à mettre la charrue avant les bœufs, de mettre les choses dans l'ordre. Donc par exemple, il y a des financements qui sont plutôt adaptés avant la création, comme les prêts d'honneur par exemple, alors qui peuvent marcher après, mais qui sont surtout adaptés avant la création. Et puis il y a des financements qui sont plutôt adaptés après la création, comme les business angels, qui seront présents. Les réseaux business angels des Yvelines sont présents. Les réseaux de business angels que je représente d'ailleurs du plateau de Saclay sont présents également. Donc tous les partenaires du financement sont présents. Et ils viendront expliquer comment fonctionne le financement en fonction du moment où on est dans sa phase de développement d'entreprise. Et il y a des rendez-vous individuels qui sont organisés ensuite avec les projets qui seront présents. Il y a même la BPI qui vient, donc tous les acteurs vraiment du financement de la chaîne en démarrage seront présents. Et le 31 mars, donc Foster My Startup, c'est à Orsay, c'est ça? Voilà, c'est au Proto 204, un lieu mythique à Orsay, et là donc c'est toute la chaîne d'accompagnement. Donc une fois qu'on a trouvé l'équipe, enfin qu'on a eu l'idée, qu'on a trouvé l'équipe, trouvé les financements, maintenant il faut l'accompagnement. Donc ça va des incubateurs, des pépinières et des accélérateurs. Donc tous les acteurs sont là pour expliquer justement aux startups qui sont les structures
localement, sur le plateau de Saclay, qui vont pouvoir les aider et les accompagner dans leur phase de création de l'idée, enfin toujours pareil, en fonction du stade où ils sont, qui seront les mieux adaptés au stade où ils sont pour les accompagner. Est-ce que c'est pas trop difficile quand on est étudiant de concilier les études et le projet d'entreprise, surtout qu'on n'a pas spécialement de visibilité sur le monde du travail? Alors oui, tout à fait. C'est une bonne façon quand même d'y rentrer. Faut savoir que les gros projets qui marchent sont des projets qui sont... alors on dit toujours les créateurs, il faut une dizaine d'années d'expérience pour créer. Il faut aussi les gros projets qui marchent, qui sont les licornes d'aujourd'hui en France, sont souvent des projets qui ont été montés par des jeunes ou des gens en phase assez jeunes. Donc il faut une certaine inconscience quelque part. Et puis il faut du temps devant soi aussi. Donc je pense que c'est un bon moment pour créer. Alors oui, effectivement, il y a un manque d'information. Donc on est là pour fournir cette information au maximum. Mais je pense que c'est aussi un bon moment, et c'est une bonne étape dans la vie d'un jeune, de se lancer dans la création le plus tôt possible et d'en bénéficier dans sa carrière pour le futur. C'est vraiment une phase idéale, que ce soit sur un échec ou une réussite, de toute façon, il va en bénéficier. Aujourd'hui, est-ce que la France, le gouvernement français, l'économie aussi plus globalement compte sur les jeunes pour relancer les économies et qu'on devienne concurrent au niveau des startups par rapport aux États-Unis ou peut-être en Allemagne? Alors, le monde des startups en France se porte pas mal. C'est assez intéressant. Alors, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais en Europe, en tout cas, la dynamique est bonne. La France reste il va y avoir d'autres soucis, des soucis notamment de financement sur les tours assez importants. Mais par exemple, sur les phases d'amorçage, aujourd'hui, on peut trouver des financements, que ce soit par des business angels, que ce soit par des plateformes de crowdfunding. Il y a même pour des projets plus avancés du crowdfunding. Donc il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Donc on peut trouver des financements qui permettent de démarrer. Après, c'est sur les tours un peu plus évolués, où là, effectivement, c'est plutôt des fonds étrangers qui vont intervenir. C'est un petit peu dommage. On manque de fonds de pension en France. C'est un autre problème, j'en parlerai pas. Il existe aujourd'hui une vraie dynamique pour aider en France, pour aider la création de start-up. Et il y a une vraie appétence des étudiants, une vraie appétence des collectivités. Et on peut ne que s'en féliciter, également sur le plateau de Saclay. Alors une dernière question avant de finir cet entretien. Par rapport à l'heure du travail donc de Myriam El Khomri, est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes qui se mobilisent? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui trouvent que c'est une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat, selon vous? Alors, je ne parlerai pas trop de la loi parce qu'on ne sait pas trop où elle en est. Mais je crois que oui, effectivement, il y a une grosse dynamique aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a des jeunes qui manifestaient aujourd'hui. Je pense que là, on est à l'opposé. On est plutôt sur des jeunes qui vont plutôt prendre leur destin en main et vouloir se lancer dans la création d'entreprise. Je pense qu'encore une fois, c'est une grande chance pour le territoire et pour le pays. Merci beaucoup Bruno Duval d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors je le rappelle, encore 2 rendez-vous, Found My Startup le 24 mars et Foster My Startup le 31 mars. Si vous voulez retrouver toutes ces informations concernant donc le mois de l'entrepreneuriat étudiant à Paris-Saclay, toutes les informations à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et la 6e semaine de l'industrie, c'est en ce moment et jusqu'au 20 mars. La Chambre de commerce et de l'industrie de Versailles continue ses actions pour cet événement. Ce rendez-vous permet au grand public, en particulier aux jeunes, de découvrir l'industrie et ses métiers en rencontrant ses acteurs pour mieux appréhender les enjeux de la filière. Mardi 15 mars, elle proposait à une vingtaine d'entrepreneurs et d'entreprises du réseau Coaction Yvelines de rencontrer une centaine de lycéens et élèves en BTS du lycée Villaroy. Chaque représentant d'entreprise échangeait avec 6 élèves pendant près de 20 minutes. Andrea Zorilla, animatrice du réseau Coaction pour la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines, nous en parle. Écoutez-la. Du côté des entreprises, ils aiment beaucoup échanger avec les jeunes, leur faire comprendre la réalité du monde de l'entreprise, du monde du travail, les savoir-être au travail, les savoir-être en entreprise, leur apprendre qu'un parcours n'est pas écrit et que ça s'écrit petit à petit. Du côté des jeunes, ils aiment beaucoup l'opportunité de rencontrer des chefs d'entreprise, des différentes entreprises, des différentes tailles, activités qui peuvent leur apporter une idée différente à celle qu'ils reçoivent en cours. Ça nous permet de découvrir des entrepreneurs qui ont réussi à faire leur vie, qui ont commencé comme nous et qui au final réussissent à entreprendre dans leur propre entreprise ou évoluer dans l'entreprise dans laquelle ils ont commencé.
Et technologie à présent, à l'occasion de son 2e anniversaire, l'Institut VDCOM inaugurait aujourd'hui, jeudi 17 mars, le premier atelier de prototypage de son futur centre d'électrification. Cet atelier va permettre à VDCOM d'optimiser ses recherches pour réduire la consommation d'énergie et les émissions des véhicules actuels. Le développement de l'électrification favorise la rupture technologique qui permet à terme à l'industrie française automobile de mettre sur le marché des véhicules électriques accessibles au plus grand nombre. Les explications techniques avec Dominique Letellier, responsable du secteur électrification de l'Institut VDCOM. L'ensemble des machines que vous avez dans cet atelier va nous permettre de travailler en boucle courte, ce qu'on appelle en boucle courte. C'est-à-dire que sans un atelier de ce type, habituellement il faut 6 à 9 mois pour réaliser une machine prototype. Alors qu'ici on va pouvoir diviser ce temps-là par 10 et donc accélérer la sortie des innovations que nous allons travailler dans l'Institut. Et nous continuons à parler transport, mais cette fois-ci, allons voir du côté des trains. Il est un maillon essentiel de la chaîne de l'information voyageurs. Le poste de coordination de l'information est un lieu stratégique situé près de la gare de l'Est à Paris. Une petite cellule chargée de transmettre en temps réel les informations sur la circulation de vos trains sur le réseau transilien. Retard, accident de voyageurs ou fermeture de lignes, les agents font suivre ces informations sur les applications mobiles, sites internet, mais aussi sur le fil Twitter. Regardez ce reportage signé William L. Ici, nous avons les lignes N et U. Constatons que les trains qui sont au vert sont à l'heure. Ici, nous avons 2 trains qui sont légèrement en retard. Ce sont des trains vides qui s'acheminent tranquillement vers leur dépôt. C'est ici, derrière tous ces écrans, que l'information prend forme et transite jusqu'aux voyageurs. Nous sommes au poste de coordination de l'information du réseau transilien chargé de transmettre les messages aux voyageurs sur les différentes plateformes numériques. Nous, l'information, elle vient du COT. Le COT, c'est le centre opérationnel transilien. En fonction de la gravité de l'incident et en fonction des prescriptions qui nous sont données, on va diffuser ou non l'information sur les médias distants. Application Transilien, site internet ou Transilien Mobi, les médias les voilà. Retard, accident ou suppression de trains seront envoyés sur ces réseaux, permettant la notification de l'information aux clients. L'impact de l'incident doit être suffisamment significatif pour que le client change sa stratégie de déplacement. C'est pour ça que quand on diffuse une information, il faut que l'allongement de temps de parcours subi par le client soit supérieur à 10 minutes. En dessous de 10 minutes, l'information est relayée en gare via les écrans infogare et via les annonces sonores. Les notifications sont aussi relayées sur le fil Twitter du réseau qui compte 60 000 abonnés. Ici, 4 personnes travaillent en tant que permanents pour le relais d'environ 300 incidents par mois. En février, seulement 12 incidents ont été relevés sur la ligne N et 2 sur la ligne U, des chiffres très faibles comparés à l'ensemble du réseau. Le PC Info s'inscrit dans le cadre d'un travail contractuel avec le STIF avec pour objectif de produire une meilleure information dans le cadre d'un trafic perturbé. Et risques ferroviaires, comportements citoyens à bord des trains ou encore importance d'acheter et de composter son billet, ce sont quelques-uns des thèmes développés ce matin au lycée Henri Matisse à Trappes. Les élèves de la 3e classe prépa pro ont rencontré un agent d'intervention en milieu scolaire de la SNCF. Chaque année, 30 agents, conducteurs de train, agents de terrain ou agents commerciaux échangent avec 25 000 jeunes franciliens. Les précisions au micro de Mélanie Poquet. Pour la SNCF, c'est ce qu'on appelle les coûts évités. Lorsqu'on rencontre des jeunes, demain on sait que ces jeunes-là vont emprunter nos lignes et donc ils vont être au fait du danger quand ils vont emprunter nos lignes. Demain ou aujourd'hui même, le jeune que j'ai rencontré tout de suite là ne va plus tirer le signal d'alarme, il ne va plus bloquer les portes parce qu'il sait que ces portes-là bloquées, ça retarde le train. Je crois que ça fait partie aussi de l'éducation à la citoyenneté, que quand même notre ministre nous demande grandement de mettre en place dans les établissements scolaires, le vivre ensemble, la laïcité. Et nous refermons cette page transport et prenons à présent la direction de plaisir. C'est une nouvelle étape dans la création future des fresques du Valibou. Après une réunion de présentation et de lancement en février dernier, la société en charge des fresques va maintenant à la rencontre des 4000 habitants du quartier. La première rencontre a eu lieu hier. Retour sur cette rencontre consacrée aux plus jeunes. Un reportage signé Mélanie Poquet et Camille Lambert. Quelle est l'histoire du Valibou? Qui y vit? C'est grâce aux réponses des habitants du quartier que les fresques vont voir le jour. Tout ça va nous permettre à nous, designers, artistes peintres de Cité Création, de pouvoir penser
les fresques monumentales qu'on va écrire, qu'on va dessiner sur leur mur, c'est-à-dire leur peau, et faire que justement ils soient fiers de ce qui va être réalisé. Aujourd'hui, la page est blanche pour nous, donc c'est à travers ces témoignages qu'on sera en mesure de pouvoir créer, tout simplement. La page blanche, ce sont les façades des immeubles du Valibou. Les 4000 habitants du quartier sont mis à contribution et les idées fourmillent déjà. On voudrait que ça retrace l'histoire des habitants, leurs souvenirs, à savoir les moments, on va dire, joyeux, puisque bon, on n'a pas que des moments joyeux dans la vie, hein, malheureusement. Comme ça, on va dire, à travers les promenades, juste en regardant les murs des bâtiments, ça va nous donner le sourire, quoi. Par exemple, des fleurs avec des cœurs, avec plein de choses. Le paysage, les fleurs, l'herbe, les arbres, les papillons. J'aimerais bien qu'il y ait des couleurs vives, des fleurs, des dessins, des arbres, et de tout, des beaux trucs. Dans un mois, les designers reviendront avec des propositions de concept. Les habitants donneront à nouveau leur avis et les maquettes définitives seront présentées début juin lors du festival Escale d'ailleurs. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien reposé après votre petite semaine de vacances au ski? Merci de me prendre de mes nouvelles en tout cas et je suis en pleine forme pour cette chronique du jour. Alors j'espère qu'elle va être bien pour votre grand retour. Quel est justement le thème de notre chronique aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le padel? Eh bien non, je ne connais pas, mais vous allez m'éclairer Mickaël. Ce sport ne vous dit peut-être rien Florane, mais il est ultra populaire en Espagne. La fédération espagnole compte plus de 40 000 licenciés et 3 millions de pratiquants en section loisirs dans la péninsule ibérique. En Argentine, on trouve également plus de 2 millions d'adeptes et ce sport commence à se développer dans les pays asiatiques en milieu urbain. En France, le padel est affilié depuis 2014 à la Fédération française de tennis. Un club vient tout juste d'ouvrir à Bois d'Arcy, rue Abel Gance et compte déjà plus de 50 joueurs. Le responsable Mélik Bérassian nous présente les règles de ce sport. C'est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de 20 mètres de long, 10 mètres de large, avec un filet au milieu et on joue exclusivement 2 contre 2. La surface, un gazon synthétique recouvert de sable et on renvoie la balle dans le camp adverse. On a la possibilité de la laisser rebondir contre la paroi de fond et des côtés avant de la renvoyer dans le camp d'en face. Pour relancer la balle dans le camp d'en face, on a besoin d'une raquette. D'une raquette. Je vois que vous suivez Florane et on regarde justement, Mélik nous présente justement les spécificités de cette raquette. C'est une raquette qui fait 38 cm de long pour 4 cm d'épaisseur. À l'intérieur, c'est que de la mousse qui est recouverte de carbone. On retrouve le grip, en fait, le même que l'on a au tennis, légèrement plus petit. Elle est très mariable, elle fait à peu près 350 grammes, elle est très maniable et on la contrôle bien, ce qui fait qu'on renvoie vite la balle très facilement. En France, on est très loin d'avoir les 3 millions de pratiquants espagnols, mais nous avons tout de même 3000 joueurs de padel dans l'Hexagone. Des Français ont même remporté les championnats d'Europe en décembre dernier aux Pays-Bas. Les filles sont également vice-championnes d'Europe, ce qui prouve que ce sport se développe de plus en plus dans notre pays. C'est un sport qui est extrêmement convivial, très ludique, très simple. Les règles s'apprennent très rapidement, c'est comme au tennis. La différence, c'est qu'on a des vitres, on doit jouer avec les vitres. C'est un sport qui est donc très ludique, très simple à mettre en place avec des jeunes, avec des joueurs, avec toute catégorie d'âge. Tout le monde peut le faire. Moi, je ne suis pas issu du tennis, jamais fait de tennis non plus. Et rapidement, ouais, c'est très plaisant, quoi. T'es dedans tout de suite, quoi. Le padel, c'est aussi très bon pour le cardio. La balle ne sort presque jamais du terrain et les temps morts sont rares. Les parties sont donc plus rythmées qu'au tennis. Nous avons interrogé les joueurs à la sortie de l'entraînement. Je sors d'un entraînement, donc j'ai les jambes qui sont déjà bien lourdes là déjà. C'est très physique, très technique aussi, parce que du coup, c'est très, très passionnant. Moi, j'ai découvert ça il y a 1 an et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir galoper à gauche, à droite. En tout cas, si vous voulez vous remettre en forme avant l'été, Florane, il ne faut pas hésiter à pratiquer le padel. C'est convivial, facile d'accès, même si vous n'avez jamais pratiqué le tennis, et c'est bon pour la forme. Vous-même, vous avez essayé le padel, Mickaël. J'ai essayé le padel. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors? C'est un sport très ludique, très sympa, et je le recommande en tout cas à tout le monde. J'espère que je vous ai convaincu avec cette chronique, et j'espère qu'on va essayer ça ensemble. Eh bien oui, si on se fait un double, Mickaël, je suis partante. On termine votre chronique par rendez-vous sportif qu'il ne faudra pas manquer ce week-end. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les aficionados du handball. Le tournoi international junior féminin qualificatif pour les championnats du monde 2016 en Russie est organisé de ce vendredi 18 à ce dimanche 20 mars au Palais des Sports Pierre de Coubertin
découverte et un plaisir. La France, l'Israël, la Macédoine et la Slovénie s'affronteront dans ce mini-tournoi pour gagner leur billet pour la compétition. Seule la première est qualificative. Les rencontres sont ouvertes au public. Eh bien, dis donc, c'est une grosse rencontre. Merci, Mickaël. On vous retrouve dans quelques instants pour votre talk sport. Quel sera le programme de cette émission? Mettez-moi l'eau à la bouche. Alors, avec la bande, nous allons parler de la compétition d'aviron, les régates de Versailles. Nous allons également parler de gymnastique avec le club GEM d'Elancourt-Morpas et de toute l'actualité sportive du département, Florent. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël. On ne va pas rater ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre, vous venez de l'entendre, on retrouve Mickaël Elmidoro pour son talk sport si on parlait sport, sur l'actualité sportive yvelinoise. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actu et Mélanie Poquet vous donnera des idées de sortie dans le 7-8 week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et un excellent week-end.